Bonjour à toutes et à tous, bonjour Karine, je m'appelle Xavier Coumoul, je suis professeur à l'Université Paris-Cité, je suis directeur d'une équipe INSERM qui s'intéresse à la toxicologie d'un certain nombre de molécules, dont les perturbateurs endocriniens. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'accueillir sur ce plateau pour discuter de cette thématique des perturbateurs endocriniens. On va les présenter, on va parler de leur toxicité, on va parler de ta recherche et notamment de ce projet Oberon qui est porté par l'INSERM. Et toi, tu appartiens à l'Université Paris-Cité. Tu es professeur de bioinformatique, de biologie des systèmes au sein de cette université et tu appartiens donc à cette équipe INSERM que j'ai le plaisir de diriger. Et on va parler aujourd'hui donc de ce grand projet européen auquel tu participes, mais plus que ça, dont tu es porteuse, qui appartient lui-même à un grand cluster ensemble de projets portés par la Commission européenne qui s'appelle Eurion. Alors, est-ce que tu peux nous présenter Eurion et ensuite Oberon, puisque Oberon s'inclut dans ce cluster? Donc, merci pour cette présentation, Xavier, et bonjour à tous et à toutes. Donc, effectivement, il y a une nouvelle initiative européenne qui s'appelle Eurion, qui est un cluster. Donc, un cluster, c'est un regroupement de différents projets. Et là, en l'occurrence, c'est un regroupement de 8 projets qui ont été donc financés par la Commission européenne. Et ces 8 projets qui ont pour objectif de développer des tests pour identifier des perturbateurs endocriniens. Et ça, c'est pour plusieurs pathologies. Donc ça peut être pour les maladies du métabolisme, ça peut être le neurodéveloppement ou encore l'infertilité féminine. Donc dans le cadre de ce cluster Eurion, il y a un projet qui s'appelle Oberon, donc que je coordonne. Et ce projet Oberon focalise justement sur l'étude donc, des perturbateurs endocriniens, mais pour les maladies du métabolisme, à savoir par exemple l'obésité ou encore le diabète de type 2. D'accord, donc on le voit effectivement, c'est un des mots-clés qui est juste en dessous du titre Oberon, testing et métabolisme. On va revenir sur la notion de test réglementaire dans une des thématiques. On va parler évidemment des maladies métaboliques. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que ces questionnements, cet échange qu'on va avoir, il émane aussi d'une demande très forte du grand public qui nous a posé un certain nombre de questions auxquelles on va répondre. Et ces questions, voilà, on a utilisé les réseaux sociaux pour pouvoir obtenir un certain nombre d'éléments qui nous permettent de mieux caractériser quel est le public qui nous a posé ces questions. On va voir chacun de ces éléments qui caractérisent ce grand public. Le premier, on le voit, c'est la répartition par tranche d'âge, avec une répartition très majoritaire entre, on va dire, 18 et 45 ans. Je ne sais pas si tu as un commentaire très rapide là-dessus. On voit bien nettement en fait qu'il y a une certaine tranche d'âge, comme les moins de 18 ans, qui se sent peu concerné, puisqu'il n'a pas répondu en fait. Et les plus de 66 ans. Et les plus de 66 ans, oui. Donc il y a vraiment une concentration sur la tranche 18-45 ans. Le deuxième élément, c'est celui qui porte sur la répartition géographique. On voit qu'il y a une très forte majorité de personnes qui sont en zone urbaine. Est-ce qu'il y a que des PE en zone urbaine ou est-ce qu'il y en a aussi en zone rurale? Non, ça c'est étonnant. C'est peut-être aussi un manque d'information des personnes qui habitent en zone rurale, puisqu'elles sont exposées via l'agriculture finalement à beaucoup de pesticides, à beaucoup de perturbateurs endocriniens. Et est-ce que c'est plutôt des femmes ou des hommes d'après toi? On va le voir. Troisième élément. Eh bien, des femmes. Des femmes. Est-ce qu'elles se sentent plus concernées via l'alimentation, les cosmétiques? On se pose la question. Et une certaine forme de charge mentale également. Voilà. Et il est important de rappeler qu'au sein d'un foyer, tout le monde contamine le foyer, aussi bien les hommes que les femmes, et tout le monde devrait être concerné. Est-ce que d'après toi, les gens connaissaient bien la thématique pour s'y intéresser? Réponse? Bah oui, on voit qu'une très large majorité des gens qui participent à cette étude via les réseaux sociaux, du grand public, sont des personnes qui ont déjà entendu parler des perturbateurs endocriniens, mais peut-être qui ne connaissent pas exactement ce que c'est, ce qui est derrière le terme endocrinien et leur toxicité potentielle. Alors, Karine, on va aborder un point qui est important, c'est celui pour les perturbateurs endocriniens des sources et en fait de la perception du grand public par rapport à ces sources de perturbateurs endocriniens. Donc voici les résultats de l'enquête grand public et une très large majorité, plus de 50%, l'identifie dans l'alimentation et dans le plastique et dans les emballages, donc ça rapproche aussi de l'alimentation. On voit qu'il y a une petite partie sur les sols, la terre, donc là c'est probablement les pesticides qui sont identifiés là, mais aussi il y a quand même une partie assez importante dans l'air, et ça évoque peut-être l'air intérieur de nos habitats. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est très représentatif en fait finalement. C'est vrai que dans l'air, ça va être tout ce qui va être l'utilisation des produits ménagers qu'on utilise tous les jours pour nettoyer en fait à l'intérieur. L'alimentation, comme tu l'as dit, c'est très relié au plastique. Après, dans l'alimentation, il faut savoir qu'il y a les boissons aussi. Je ne sais pas si là, c'était peut-être sous-entendu, mais il y a aussi les boissons.
Et après, il y a des catégories là, qui sont mentionnées, qui sont les cosmétiques, les produits ménagers, les médicaments, etc. Après, l'air, ça pourrait être aussi une évocation des pulvérisations de pesticides près des habitats. Voilà, donc c'est assez intéressant parce que ça couvre à peu près l'ensemble des sources que auxquelles nous, on est confrontés en tout cas. Là, ça remonte bien aussi la façon dont on peut être exposé finalement. Il y a l'ingestion via l'alimentation, il y a l'inhalation via l'air et il y a aussi le contact en fait via les cosmétiques par Absolument. exemple. Et on dit parfois que les agriculteurs sont eux très contaminés par le contact cutané. Donc la voie cutanée, entre guillemets, pour les pesticides en milieu agricole, c'est aussi une voie potentiellement d'exposition aux perturbateurs endocriniens. Alors on va diviser cette présentation, si tu es d'accord, en 4 parties, assez simples, avec des questions assez basiques, notamment les quoi, les où, etc., les comment. Et le quoi, évidemment, ça va porter sur la thématique numéro 1 qui est lorsqu'on parle de perturbateurs endocriniens, de quoi parle-t-on? En termes de définition, je te propose de peut-être définir les 2 premiers termes, perturbateur et endocrinien. Donc perturbateur, je pense que tout le monde comprend à quoi ça correspond. Ça signifie qu'on a une perturbation d'un élément. Et le terme endocrinien, par contre, tout le monde ne le connaît pas nécessairement. Alors est-ce que tu aurais des éléments à ajouter là-dessus? Alors peut-être qu'on peut faire une définition générale déjà d'un perturbateur endocrinien, parce que maintenant au niveau de l'OMS, il y a une définition. Donc un perturbateur endocrinien, c'est une substance chimique qui est d'origine naturelle ou synthétique. C'est une substance qui est étrangère en fait à l'organisme et qui va justement interférer avec le système endocrinien. Et cela peut engendrer des pathologies. Donc effectivement, il faudrait peut-être définir qu'est-ce qu'un système endocrinien. Alors un système endocrinien C'est un ensemble de glandes qui va synthétiser des hormones et les relâcher dans un organisme. Et il faut savoir que ces hormones, c'est des substances chimiques aussi, mais qui sont naturelles du coup, et qui ont un rôle essentiel au fonctionnement en fait, d'un organisme. Donc ça peut être dans la croissance, le développement, au système de la reproduction, etc. Au stockage de l'énergie aussi. Alors si on devait prendre un exemple de la vie de tous les jours, moi souvent j'utilise l'exemple de la poste et de la lettre. Je considère la poste comme l'organe endocrine, l'organe qui va sécréter la lettre. La lettre est donnée à un facteur. Le facteur va transporter la lettre jusqu'à une maison et déposer la lettre dans une boîte aux lettres. Et donc, la poste est l'organe comme le pancréas, par exemple, qui va sécréter l'insuline. Mais cette insuline agit à un autre endroit, et pour agir à un autre endroit, elle a besoin d'être transportée. Donc elle a besoin d'être transportée par un facteur qui va utiliser un vélo et qui va aller jusqu'à la maison pour déposer l'insuline dans la boîte aux lettres. Ce qui veut dire aussi que l'organe qui réceptionne l'hormone a besoin d'avoir un récepteur, un organe de réception, un élément de réception pour pouvoir être capable de capter la lettre. Eh bien, ce qu'on peut dire de la perturbation endocrinienne, à mon avis, c'est aussi le fait que toutes ces étapes peuvent être perturbées. On peut perturber le fonctionnement de la poste, on peut perturber la remise de la lettre au facteur, on peut perturber le transport en clouant, par exemple, le pneu du vélo du facteur, ou on peut boucher la boîte aux lettres avec un sparadrap et du coup faire en sorte que chacune de ces étapes ne fonctionne pas bien. Donc ça, c'est effectivement la définition du système endocrinien et on comprend bien que chacune de ces étapes peut être perturbée. Lorsqu'on parle de perturbateurs endocriniens, forcément, la question qui vient, ça va être la question de l'exposition. Est-ce qu'on est exposé de manière quotidienne à des perturbateurs endocriniens ? Je dirais malheureusement oui. Les perturbateurs endocriniens, il y en a partout autour de nous. Il y a eu des estimations qui a été faites qu'on était exposé pour plus de 90% via l'alimentation et les boissons. Mais après, il y a les cosmétiques, effectivement, on en a déjà parlé. Et il y a aussi les produits de tous les jours, ça va être les produits ménagers, ça va être les fauteuils, tous les textiles, enfin, il y en a vraiment partout autour de nous. Alors après, bien sûr, tous ne sont pas aussi nocifs qu'on peut le penser. Justement, c'est ce qu'on va peut-être parler après. Il y a énormément de recherches et de choses à découvrir à propos de toutes ces substances. Alors, on va voir justement comment le grand public perçoit ce qu'est un perturbateur endocrinien au travers de cette étude, puisque on a posé la question qu'est-ce qu'un PE en donnant quelques propositions au grand public, et on voit qu'il y a une très large majorité de gens qui arrivent à identifier le perturbateur endocrinien comme une substance chimique. Ça, c'est intéressant parce que, de mon point de vue, la perturbation endocrinienne, elle peut aussi être le fait
probable d'autres actions que des substances chimiques. On pourrait penser à des substances physiques, peut-être les ultraviolets quand ils agissent sur notre peau et que ça conduit à des perturbations de systèmes qui sont des systèmes locaux, cutanés, etc. Mais il y a quelques personnes qui ont aussi pensé aux bactéries, aux virus. Peut-être que finalement les bactéries seraient susceptibles aussi de sécréter des substances qui pourraient être des perturbateurs endocriniens, des substances toxiques. Mais néanmoins, clairement, et c'est le cas que ce soit pour toi ou pour moi, quand on parle de perturbateurs endocriniens, on pense à produits chimiques. On pense à produits chimiques, et une des questions du grand public assez intéressante par rapport à ça, elle porte sur le fait qu'un perturbateur endocrinien, quand on le voit comme étant chimique, est-ce que c'est nécessairement une substance industrielle ? Est-ce qu'il y a des perturbateurs endocriniens qui sont d'origine naturelle ? Oui, justement. Bon, la majorité vont quand même être les produits synthétisés par l'industrie, mais après, il y a des substances phytoestrogènes, œstrogènes que l'on retrouve naturellement dans l'alimentation. On parle beaucoup du soja qui en contient. Il y a le houblon de la bière aussi qui en contiennent. Donc il y a plusieurs molécules comme ça qui peuvent avoir des effets néfastes. On pense que cet effet néfaste, on va en reparler de toute façon dans la deuxième thématique. Est-ce que cet effet néfaste, c'est lié par exemple à la dose de ce produit ? Est-ce que c'est lié à des paramètres auxquels nous on est confrontés classiquement, mais auxquels le grand public ne pense pas nécessairement ? Alors c'est là que ça se complexifie. Là, au niveau des perturbateurs endocriniens, ce n'est pas qu'une histoire d'une dose. Oh, bien sûr, la dose, c'est important. Est-ce que c'est une dose faible, forte, une seule fois ? Est-ce que c'est chronique ? Donc ça, c'est important. Mais il y a aussi la durée d'exposition. Est-ce qu'on est exposé une seule fois ? Est-ce qu'on est exposé tous les jours de façon très récurrente ? Ou alors, il y a aussi la période, peut-être. La période d'exposition. Est-ce qu'on est exposé avant la naissance ? Donc on parle en fait d'exposition prénatale. Donc ça fait partie d'une période qui est très très importante. Et on parle des 1000 premiers jours en fait de la vie. Donc c'est juste à la petite enfance. Les 3 premières années, quoi. Voilà, et c'est vraiment la période la plus importante en fait, parce qu'on est en développement, on est en pleine croissance, développement neurologique, etc. D'accord. Donc c'est là et après il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, il y a la période de la puberté qui est aussi importante. D'accord. Et alors, dans le titre, finalement, il y a un point qui est vraiment important, qui est le fait qu'on parle de perturbateurs endocriniens au pluriel. Donc, lorsqu'on est exposé, si on est exposé, par exemple, à... tout à l'heure, tu as utilisé la définition de l'OMS en parlant des mélanges. Lorsqu'on est exposé à plusieurs perturbateurs endocriniens, est-ce que c'est nécessairement néfaste ? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des actions antagonistes ? Voilà, comment tu vois les choses, toi ? Là, c'est très compliqué, encore une fois. Puisqu'on n'est pas exposé, comme tu le disais aussi, à une molécule ou 10 molécules. Il y a plus de 100 000 molécules. Donc on est forcément exposé à un mélange. Et après un mélange, en fait, les molécules peuvent avoir un effet cumulatif et synergétique. Donc justement, ça peut engendrer quelque chose de nocif. D'accord. C'est un peu comme les médicaments. Lorsque, par exemple, on nous dit « ne prenez pas ce médicament avec un autre médicament ». Voilà, il peut y avoir des interactions en fait, entre les différentes molécules. D'accord. Donc un médicament peut, par exemple, changer la manière dont un autre médicament va être transformé dans l'organisme. D'ailleurs, ce n'est pas seulement les médicaments. On nous dit souvent pour les médicaments « ne consommez pas d'alcool avec », parce que l'alcool a le même effet, parfois modifie, entre guillemets, la distribution, le métabolisme, voire l'élimination du médicament, et du coup, peut perturber cette action. Pour les perturbateurs endocriniens, il faut savoir que les médicaments contiennent des perturbateurs endocriniens aussi. Donc, absolument. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres, mis à part le soja dont tu as beaucoup parlé, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut trouver des perturbateurs endocriniens dans la nourriture de manière naturelle ? Moi, j'ai toujours entendu parler du café, du thé, du chocolat aussi, qui pouvaient en contenir potentiellement. Oui, mais bon, là, il y a encore une histoire aussi de consommation. C'est pas parce qu'on va prendre un café et un carré de chocolat. J'avais lu en fait qu'il fallait boire au moins 8 tasses de café et manger 3 tablettes de chocolat tous les jours pendant une très longue période pour avoir en fait un effet nocif. Un effet nocif. Donc là encore une fois, pour rassurer le grand public, on n'est pas là pour dire arrêtez de manger du soja, arrêtez de manger du chocolat. Là, c'est bon pour la santé en plus. Voilà, il faut varier en tout cas son alimentation. Et on y reviendra un peu plus tard dans la thématique numéro 4, puisqu'on parlera de protection vis-à-vis de ces perturbateurs endocriniens. On a effectivement ici la notion pas de sobriété, mais en tout cas de variété, de mixité, de variété de notre alimentation qui va être importante pour nous en protéger.
on verra que l'alimentation n'est pas évidemment le seul élément qui peut nous conduire à être contaminés par des perturbateurs endocriniens. Je pense qu'on a fait à peu près le tour effectivement de cette première thématique qui, je vous le rappelle, était la définition générale des perturbateurs endocriniens. On voit que ces perturbateurs endocriniens sont présents dans la vie de tous les jours, probablement dans notre alimentation, mais aussi dans le matériel ou tous les matériaux auxquels on est exposé de manière quotidienne. On voit que ces perturbateurs, en général, agissent sous forme de mélange. Et si vous voulez en savoir plus, je t'invite, mais j'invite également tous les autres qui assistent à cette présentation, à se rendre sur le site web d'Oberon, qui est un site en anglais, mais qui, malgré tout, est très accessible par rapport aux questions que les gens peuvent se poser.